J'étais une infirmière auxiliaire loyale envers l'empereur et le Japon. Pendant des mois, dans la chaleur suffocante de Saïgon, fin 1945, j'ai servi avec ce que je pensais être de l'honneur. Puis vint l'événement traumatisant, la capture. Nous étions encerclés, affamés, malades, et les troupes françaises étaient partout. On nous avait dit qu'être faite prisonnière était une souillure pire que la mort, une porte ouverte sur la torture et le déshonneur. Je m'attendais à l'exécution, à la brutalité, au regard haineux du vainqueur. Mais ce jour-là, dans une tente médicale qui sentait la gangrène et l'antiseptique, le destin avait un tout autre plan. Ce que j'ai découvert n'était pas la cruauté de l'ennemi, mais une vérité si profondément humaine qu'elle a brisé tout ce en quoi je croyais. J'ai appris que la plus grande bataille n'était pas contre les Français, mais contre les mensonges que mon propre peuple nous avait gravés dans l'âme. L'odeur, c'est la première chose qui me frappe encore aujourd'hui, même après toutes ces années. Un mélange insoutenable de la puanteur douceâtre de ma propre jambe, où la gangrène commençait son œuvre macabre, et une autre odeur, inconnue, âcre et propre. C'était l'odeur de l'antiseptique, l'odeur de la médecine occidentale. Pour nous, c'était l'odeur de l'ennemi. Allongée sur cette civière rugueuse, dans la pénombre humide de la tente, la peur était une chose vivante. Elle rampait sous ma peau, faisait trembler mes mains. Mes compagnes, d'autres infirmières et employées japonaises, murmuraient des prières, leurs visages défaits par la terreur. Nous n'attendions pas des médecins, nous attendions des bourreaux. Chaque ombre qui passait, chaque bruit de bottes sur le sol en terre battue, chaque mot prononcé dans cette langue gutturale qu'est le français, était pour nous le prélude à l'horreur annoncée. Comment l'ennemi, ce monstre colonial dont la propagande nous avait peint le portrait sanguinaire, a-t-il pu finir par être le seul à me sauver la vie? Et pourquoi m'a-t-il fallu si longtemps pour entrevoir la vérité? C'est une question qui me hante encore. Avant que je ne vous raconte comment le contact d'une main inconnue et l'odeur de l'éther ont anéanti des années de doctrine impériale, n'oubliez pas de commenter pour me dire de quel pays vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'aime savoir que ces histoires ne sont pas oubliées. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où j'ai compris que je m'étais battu du mauvais côté de l'humanité. Notre réalité, avant la capture, était un enfer de privation. Nous survivions avec des rations de riz moisi et de l'eau boueuse que nous faisions bouillir quand nous le pouvions. La dysenterie emportait mes amis les unes après les autres. Une simple coupure pouvait se transformer en une infection mortelle, car nous n'avions plus de médicaments, plus de bandages propres, plus rien. La voix de nos officiers résonnait constamment dans nos têtes. Les Européens sont des barbares. Ils ne vous soigneront pas. Ils vous utiliseront pour des expériences. La mort est préférable au déshonneur de leurs mains. Nous y croyions de toute notre âme. Cette croyance était notre dernière ligne de défense, notre seule armure contre la peur. Alors, quand ils nous ont emmenés dans cette tente, nous ne voyions pas un hôpital de campagne. Nous voyions un abattoir. Puis, je l'ai vu, le médecin français. Il est entré dans la tente, et le silence s'est fait. Un silence lourd de terreur. Il était grand, bien plus grand que n'importe quel homme que j'avais connu. Son uniforme kaki était propre, presque impeccable malgré le chaos ambiant. Il n'était pas décharné comme nous. Il était bien nourri, solide, l'incarnation même du vainqueur. Une aura d'autorité et de compétence intouchable émanait de lui. Il sentait le tabac blond et le savon, des odeurs de luxe, des odeurs d'un autre monde. Nous sentions la sueur, la maladie et la défaite. Instinctivement, j'ai baissé les yeux, comme toutes les autres. On nous avait appris à haïr cet homme. Mais face à lui, tout ce que je ressentais, c'était ma propre misère, ma propre saleté, ma propre insignifiance. Il était le pouvoir, et nous n'étions rien. Il s'est approché de ma civière, ses bottes faisant un bruit sourd et régulier. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Dans ma paume moite, je serrais la petite fiole de poison que j'avais, cachée, mon ultime recours pour une mort honorable. C'est maintenant, ai-je pensé. C'est le moment où la douleur va commencer. Il s'est penché, et j'ai fermé les yeux, me préparant à un grognement, à une insulte, à un geste brutal. Mais il n'y a eu rien de tout cela. J'ai senti son regard sur ma jambe blessée. Il n'a pas exprimé de dégoût ni de haine. Son visage, que j'ai osé entrevoir, était simplement fatigué, concentré. Il a dit quelque chose à une infirmière française qui se tenait à ses côtés, d'une voix calme, professionnelle, dénuée de toute émotion malveillante. C'était déroutant.
Le monstre n'agissait pas comme un monstre. Le véritable choc est venu d'un geste anodin. Alors que le médecin, le docteur Dubois, comme j'apprendrai plus tard son nom, examinait la plaie purulente, l'infirmière française a vu mon corps se raidir de douleur et de peur. Elle s'est penchée, et doucement, a posé sa main sur mon bras. Ce n'était pas une prise pour me maîtriser. C'était un contact humain, un geste de réconfort. Un contact que je n'attendais pas, que je n'avais jamais imaginé. Mon cerveau n'arrivait pas à le traiter. Pourquoi cette douceur? Pourquoi cette compassion avant la torture promise? Cette simple pression de sa main sur ma peau a fait plus pour ébranler mes certitudes que n'importe quel discours. La confusion était une douleur physique, plus aiguë encore que celle de ma jambe. Tout ce qu'on m'avait appris était un mensonge. Ou alors c'était un piège, une forme de cruauté, plus raffinée que je ne pouvais le concevoir. Puis, le coup de grâce à ma doctrine. Le docteur Dubois a fait un signe de tête, et l'infirmière s'est approchée de mon visage avec un masque en caoutchouc. Une odeur âcre et chimique a envahi mes narines. De l'éther. J'ai compris instantanément. Ils allaient à m'endormir. Ils n'allaient pas m'opérer à vif. Ils allaient m'épargner la douleur. Cette réalisation m'a frappé avec la force d'une explosion. La pitié. Le monstre m'offrait la pitié. Alors que le monde commençait à tourner et à s'assombrir. Ma dernière pensée consciente n'a pas été une prière pour ma survie ou une malédiction pour mes ennemis. C'était une question simple, silencieuse et vertigineuse qui a tout changé. Pourquoi? Pourquoi cette humanité? Alors que je sombrais dans l'inconscience, je sentais le mur de haine, si solidement construit dans mon esprit, commencer à se fissurer. Je me suis réveillé non pas à cause d'une douleur fulgurante, mais dans un brouillard cotonneux. La première chose que j'ai sentie, ce n'était pas la lame d'un bourreau, mais la lourdeur d'un bandage propre et serré autour de ma jambe. J'ai osé toucher le tissu épais. Ma jambe était toujours là, intacte. La surprise fut si violente qu'elle m'a coupé le souffle. Il ne m'avait pas mutilé. Il m'avait soigné. J'ai tourné la tête sur l'oreiller rêche, regardant les autres lits où mes compatriotes gisaient, silencieuses, les yeux grands ouverts dans la pénombre, partageant la même incrédulité stupéfaite. Le monstre nous avait épargnés, et cette clémence était plus terrifiante que n'importe quelle menace, car elle ne correspondait à rien de ce que nous avions appris. C'était le début de ma confusion, un poison lent qui s'infiltrait dans les veines de ma certitude. Peu de temps après, une jeune infirmière française s'est approchée avec un verre d'eau. Son sourire était timide, presque hésitant. Elle a soutenu ma tête avec une douceur inattendue pour que je puisse boire. L'eau était fraîche, pure, un luxe que j'avais oublié. J'ai bu avidement, comme un animal assoiffé, puis j'ai détourné le regard, submergé par une honte brûlante. Chaque geste de gentillesse était une accusation. Il me rappelait ma faiblesse, ma survie, mon échec à mourir pour l'empereur. La voix de notre sergent résonnait dans ma tête. N'acceptez rien d'eux. Leur pitié est une arme pour vous souiller. Pourtant, mon corps, ce traître, avait accepté l'eau. Il avait accepté le soin. L'instinct de survie commençait sa guerre silencieuse contre le dogme, et je sentais déjà que la doctrine allait perdre. Le docteur Dubois est venu inspecter ma blessure plus tard dans la journée. Il a défait le bandage avec des gestes précis, efficaces, dénués de toute brutalité. Son visage était une carte de la fatigue, les lignes autour de ses yeux témoignant de longues heures de travail. Il n'a pas montré de dégoût face à la plaie, seulement une concentration professionnelle. Il a murmuré quelques mots en français à l'infirmière, des termes médicaux que je ne comprenais pas, mais dont le ton était celui d'un artisan examinant son œuvre. Je l'observais, cherchant un signe de la cruauté promise, un éclair de haine dans son regard. Il n'y en avait aucun. Il était simplement un médecin. Cette banalité était la chose la plus déstabilisante au monde. Le diable n'était pas là. À sa place, se tenait un homme ordinaire, et cette vérité menaçait de faire s'effondrer tout mon univers. Le man. Véritable assaut contre ma doctrine a eu lieu au moment du repas. On nous a apporté un bol de bouillon de légumes chauds et un morceau de pain. L'odeur à elle seule a réveillé une faim si primale, si douloureuse, qu'elle a balayé toute pensée rationnelle. Mon estomac s'est contracté, une bête affamée qui ne se souciait pas de l'honneur ou de l'idéologie. La voix intérieure de la propagande criait « C'est un piège, c'est empoisonné, ils nous engraissent pour l'abattoir !» Mais l'arôme du bouillon, la vue de la vapeur qui s'en élevait, c'était la promesse de la vie. J'ai tremblé en saisissant la cuillère. La première gorgée fut une explosion de saveur, une chaleur qui s'est répandue dans mon corps épuisé. C'était délicieux, et en le savourant,
Je me suis senti comme la pire des traîtresses, pleurant silencieusement de gratitude et de dégoût pour moi-même. Allongé sur mon lit de camp, je passais des heures à observer le fonctionnement de cet hôpital de campagne. Tout était d'une efficacité redoutable. Les infirmières se déplaçaient avec un calme organisé. Les stocks de médicaments, de bandages et de plasma semblaient inépuisables. Des caisses de pénicilline, ce remède miracle dont nous n'avions que des échos lointains, étaient empilées dans un coin. Je me suis souvenu de mes amies, mortes de la dysenterie ou d'infections bénignes dans nos postes de secours démunis, où nous réutilisions les mêmes bandages souillés jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. La vérité m'a frappé avec une clarté brutale. La guerre n'avait pas été perdue sur le champ de bataille. Mais ici, dans cette pharmacie, ils avaient des armes pour tuer, mais aussi des outils illimités pour sauver des vies. Nous n'avions que notre fanatisme. Cette bonté calculée, presque bureaucratique, était une forme de torture psychologique bien plus efficace que la violence physique. La brutalité aurait validé notre haine, renforcé notre détermination à mourir. Mais cette gentillesse systématique nous désarmait, nous laissait nus et confuses. Pourquoi nous soigner avec tant de soin? Était-ce une expérience? Une manière de nous humilier en nous montrant leur supériorité non seulement militaire, mais aussi morale? Je regardais mes compagnes. Certaines, comme moi, étaient perdues dans un silence perplexe. D'autres, les plus endoctrinées, refusèrent la nourriture, fixant le plafond avec un mépris obstiné, s'accrochant aux ruines de leur foi. Je les enviais presque. Leur haine était simple, pure. Ma propre âme était devenue un champ de bataille entre ce que je devais ressentir et ce que je ressentais réellement. Un soir, une image de mon passé a surgi avec une netteté insupportable. Je me suis souvenu du major Tanaka, notre commandant, nous haranguant avant notre déploiement. Son visage était crispé par la ferveur. « Les Européens ne sont pas comme nous », avait-il crié. « Ils n'ont pas d'âme. Pour eux, vous n'êtes que des animaux de laboratoire. Ils se délecteront de vos souffrances. » J'avais cru chaque mot. Ces mots étaient le fondement de mon courage. Maintenant, ce souvenir se superposait à l'image du docteur Dubois, changeant mon pansement plus tôt dans la journée, ses doigts s'assurant que le bandage n'était ni trop lâche ni trop serré. Le mensonge était si flagrant, si monstrueux, que j'ai eu la nausée. On ne nous avait pas préparés à nous battre. On nous avait préparés à mourir pour une fiction. Un jour, un officier français accompagné d'un interprète a fait le tour des lits. Il nous a expliqué brièvement nos droits en tant que prisonnières de guerre, citant une chose appelée la Convention de Genève. L'idée qu'il existait des règles, des lois internationales pour protéger des ennemis capturés, était totalement étrangère à notre mentalité. Dans l'armée impériale, il n'y avait que deux options, la victoire ou la mort. La capture était le déshonneur suprême, un état qui vous privait de toute humanité. Apprendre que nos geôliers étaient liés par un code de conduite, qu'ils avaient l'obligation de nous nourrir et de nous soigner, n'était pas rassurant. C'était profondément déroutant. C'était comme découvrir que les lois de la physique avaient soudainement changé. Anae, une auxiliaire plus âgée couchée sur le lit d'à côté, incarnait la voix de notre ancienne vie. Elle avait vu que j'acceptais mes repas sans protester. Un soir, elle a sifflé entre ses dents, son regard brûlant de mépris. « Tu manges leur pain, Akiko. Tu te remplis le ventre avec la nourriture de ceux qui ont détruit notre patrie. Chaque bouchée est une insulte à nos frères morts, à nos familles qui meurent de faim. Une mort honorable était notre seul devoir, et tu l'as troqué contre un bol de soupe. » Ces mots étaient des lames de rasoir, ravivant la flamme de ma culpabilité. Une partie de moi voulait lui donner raison, jeûner jusqu'à la mort pour retrouver mon honneur perdu. Mais une autre partie, la partie qui sentait la vie revenir dans mes veines, ne pouvait plus obéir. Le point de rupture, ce qui a fait basculer la balance pour de bon, fut un geste minuscule. L'infirmière, celle au sourire timide, m'a apporté non pas un médicament, mais un petit carré de chocolat noir enveloppé dans du papier d'argent. C'était un cadeau personnel, pas une ration. J'ai fixé ce petit objet comme si c'était un artefact d'un autre monde. Le chocolat. Je n'en avais pas goûté depuis mon enfance. J'ai hésité. Le regard de Hannah est pesant sur moi. Puis, lentement, j'ai déballé le carré et l'ai mis dans ma bouche. La richesse amère et sucrée a fondu sur ma langue. Ce n'était pas seulement un goût. C'était le souvenir de la paix, de la normalité, d'un monde sans guerre. Une seule larme, chaude et épaisse, a roulé sur ma joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de quelque chose de bien plus complexe.
Le docteur Dubois passait à ce moment-là. Il a vu ma larme. Je me suis raidi, m'attendant à un commentaire sardonique ou à de l'indifférence. Mais il n'a rien dit. Il a simplement tenu mon regard pendant une seconde, et j'ai cru y déceler non pas de la pitié, mais une sorte de compréhension lasse, comme s'il avait déjà vu cette scène des centaines de fois. Il a fait un léger signe de tête, presque imperceptible, avant de continuer sa ronde. Ce silence, cette reconnaissance silencieuse de ma détresse humaine, a brisé quelque chose en moi. Il ne me voyait pas comme une japonaise, une ennemie. Il me voyait comme une patiente, une jeune femme, qui avait souffert. Et dans son regard, j'ai commencé à me voir de la même manière. La nuit, les bruits de la jungle et l'humidité de Saïgon s'infiltrèrent dans la tente. Mais pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas en danger. Il y avait une étrange sérénité sous cette toile militaire, sous la surveillance de nos gardiens. Je n'avais plus à me soucier de la prochaine attaque, de la prochaine ration moisie, de la prochaine fièvre mortelle. J'étais une prisonnière, enfermée, derrière des barbelés, et pourtant, je me sentais plus en sécurité que lorsque j'étais libre avec ma propre armée. Cette contradiction était la plus amère de toutes. La cage de l'ennemi était devenue mon premier refuge, un sanctuaire où je pouvais enfin cesser de me battre et commencer à guérir, non seulement mon corps, mais aussi mon esprit empoisonné. Le mur de haine, si solidement bâti par des années de propagande, ne s'est pas effondré dans une grande explosion. Il s'est érodé, grain par grain, à chaque geste de soin, à chaque repas chaud, à chaque regard humain. Je commençais à voir les Français non plus comme une entité monolithique et démoniaque, mais comme des individus. Le docteur fatigué qui aimait son café fort, la jeune infirmière qui fredonnait en changeant les draps, le garde bourru à la moustache tombante qui avait l'air de s'ennuyer. Ils étaient des personnes, tout comme nous. Et si eux étaient des personnes, alors qui étions-nous? Des monstres, comme leur propre propagande le disait sans doute, ou simplement des gens, comme eux, trompés et envoyés mourir pour les mensonges de vieillards? La question était terrifiante, mais pour la première fois, je ne voulais plus fuir la réponse. Les jours se sont fondus les uns dans les autres, rythmés par le changement des pansements, les odeurs d'antiseptiques et le goût fade mais nourrissant des rations. Ma jambe guérissait, une cicatrice violacée remplaçant la plaie béante. Mon corps acceptait la survie avec une avidité honteuse. Mais mon esprit restait un no man's land, déchiré entre la gratitude qui me submergeait et les échos persistants de la voix de Hanae, qui me traitait de traîtresse du regard chaque fois qu'une infirmière française me souriait. Elle continuait son jeûne, son corps se ratatinant, son esprit s'enfermant dans une forteresse de haine pure. Je la regardais s'éteindre, et je me demandais si c'était elle, la vraie patriote, et moi, une lâche qui avait vendu son âme pour un bol de soupe, et une jambe sauvée. La confusion était un poison lent, plus insidieux que la gangrène. La mousson a commencé, transformant le camp en un bourbier. Les nuits étaient rythmées par le martèlement incessant de la pluie sur la toile de la tente, un son qui semblait laver le monde mais ne parvenait pas à nettoyer mon âme. Un soir, une nouvelle vague de blessés est arrivée, des soldats français cette fois, victimes d'une embuscade. Le calme de l'hôpital a volé en éclats. C'était un chaos de brancards, ensanglantés, de gémissements et d'ordres aboyés en français. Pour la première fois, j'ai vu le docteur Dubois et son équipe, non pas comme des vainqueurs tout-puissants, mais comme des Sisyphès modernes, luttant désespérément contre une marée de souffrance. Ils se déplaçaient avec une urgence frénétique, leurs uniformes impeccables bientôt maculés de sang, leurs visages marqués par une fatigue si profonde qu'elle en devenait presque palpable. Tard dans la nuit, après que le dernier blessé ait été stabilisé, le silence est retombé, lourd et épuisé. La plupart des lumières étaient éteintes. De mon lit, dans la pénombre, j'ai vu le docteur Dubois s'effondrer sur une caisse en bois dans un coin de la tente, pensant probablement n'être vu de personne. Il a enlevé son masque chirurgical, révélant un visage blême, ruisselant de sueur. Il a passé une main tremblante dans ses cheveux, et j'ai entendu un soupir, un son qui n'appartenait à aucune nation, à aucune armée. C'était le son universel, de l'épuisement total, le bruit d'une âme qui a atteint ses limites. Il n'était plus le vainqueur imposant, le médecin intouchable. Il était juste un homme, écrasé par le poids de la mort qu'il essayait de repousser. C'est alors qu'il a fait un geste qui a changé ma vie à jamais. Lentement, comme s'il accomplissait un rituel sacré, il a sorti de la poche de sa tunique un portefeuille en cuir usé, aux coins élimés par le temps. Ce n'était pas un document officiel,
pas un ordre de mission. C'était un objet intime, personnel. Il l'a ouvert avec une tendresse infinie. Mon cœur s'est arrêté. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Il n'a pas sorti d'argent ni de papier d'identité. Il a sorti une petite photographie en noir et blanc, froissée et maintes fois regardée. Il l'a tenue entre ses doigts, tachée de sang séché, et l'a fixée avec une intensité qui semblait le transporter loin, très loin de cette tente humide et misérable de Saïgon. De là où j'étais, je ne pouvais pas voir les détails. Clairement, mais je pouvais deviner. La silhouette d'une femme, souriante, la tête légèrement penchée. Et à côté d'elle, 2 petites formes, 2 enfants, un garçon et une fille, peut-être. Il a caressé le papier du pouce, un geste si doux, si plein d'un amour silencieux, que l'air m'a manqué. À cet instant précis, le docteur Dubois a cessé d'être un Français. Il a cessé d'être l'ennemi. Il est devenu un mari, un père. Il était en train de regarder sa famille, tout comme mon propre père. Regardez notre photo de famille chaque soir avant que je ne parte pour la guerre. Le mur de propagande, déjà fissuré, s'est effondré en 1 millier de morceaux silencieux. Une image a surgi dans mon esprit, si vive qu'elle m'a fait mal. Mon père, sur le quai du port de Yokohama, me tendant un petit paquet de gâteaux de riz. Son visage essayait d'être sévère, de me rappeler mon devoir envers l'empereur, mais ses yeux trahissaient sa peur. « Sois courageuse, Akiko », avait-il dit, sa voix se brisant. Légèrement. Mais reviens-nous. Ce souvenir, superposé à la vision de cet homme épuisé regardant la photo de ses enfants, a créé un court-circuit dans mon âme. La haine qu'on m'avait ordonné de ressentir, cette haine abstraite et fabriquée, s'est évaporée face à cette vérité simple et universelle. Nous étions les mêmes. Nous étions tous des pères, des filles, des maris, des épouses, envoyés loin de chez nous pour nous entretuer au nom de drapeaux et d'idées. Les larmes ont commencé à couler, silencieuses, chaudes, incontrôlables. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de douleur physique, c'étaient des larmes de honte. Honte d'avoir haï si aveuglément. Honte d'avoir cru aux mensonges qui faisaient de cet homme un monstre. Et sous la honte, une vague de gratitude si puissante qu'elle m'a presque étouffé. Gratitude pour cette humanité inattendue, pour cette révélation accidentelle qui venait de me libérer. Je ne pleurais pas en tant que prisonnière japonaise. Je pleurais en tant qu'être humain qui venait de redécouvrir son humanité dans le visage de son ennemi. La guerre, la vraie guerre, celle qui se livrait à l'intérieur de moi, venait de prendre fin. Le docteur a dû sentir mon regard sur lui. Il a relevé la tête, ses yeux fatigués rencontrant les miens dans la pénombre. Il a vu mes larmes. Je me suis figé, le souffle coupé, m'attendant à de la colère, de l'agacement, ou au mieux, à de l'indifférence. Il a rangé la photo dans son portefeuille avec une lenteur délibérée. Puis, il m'a regardé, et il n'y avait ni pitié ni supériorité dans son regard. Il y avait quelque chose d'autre. Une sorte de reconnaissance lasse, une compréhension silencieuse qui transcendait les langues et les uniformes. Il a esquissé un minuscule hochement de tête, presque imperceptible. C'était un message. « Je sais », semblait-il dire. « Je sais. Moi aussi je suis fatigué de tout ça. » Plus tard, alors que j'essayais de trouver le sommeil, l'infirmière au sourire timide s'est approchée de mon lit. Elle tenait une couverture en laine épaisse et propre. Elle ne m'a rien dit, mais elle a délicatement déplié la couverture et l'a posée sur moi, remontant le bord jusqu'à mon menton. La chaleur de la laine, son odeur de propreté, c'était un luxe inimaginable, un cocon de confort au milieu de l'enfer. C'était un geste maternel, un geste de pure gentillesse. Je savais, sans qu'aucun mot ne soit échangé, que c'était le docteur qui l'avait envoyé. Ce n'était plus un soin médical. C'était un acte d'humanité. J'ai fermé les yeux, serrant le bord de la couverture, et pour la première fois depuis ma capture, je me suis senti en sécurité. Cette nuit-là, la voix de Hanaï dans ma tête s'est tue pour de bon. Sa haine, son sacrifice, me semblaient en soudain vains et tragiques. Elle était morte pour un mensonge, alors que je choisissais de vivre pour une vérité que je venais de découvrir. La vérité était que nos dirigeants nous avaient menti. Ils nous avaient déshumanisés, pour nous envoyer à la mort, et ils avaient déshumanisé l'ennemi pour que nous puissions tuer sans remords. Mais ici, dans cette tente médicale, sous une pluie battante, un médecin français fatigué et une jeune infirmière m'avaient rendu mon humanité, non pas par des discours, mais par une photo et une couverture. Le lendemain matin, quand on nous a apporté le petit déjeuner, j'ai mangé le pain et bu le café sans aucune once de culpabilité.
Chaque bouchée n'était plus un acte de trahison, mais une affirmation de vie. J'ai regardé autour de moi, les autres prisonnières, les infirmières françaises, les gardes à l'entrée. Je ne voyais plus des camps, des uniformes, des eux et des nous. Je voyais des gens, chacun avec sa propre histoire, ses propres peurs, ses propres amours attendant quelque part. La barrière s'était dissoute. J'étais encore une prisonnière de guerre, mais mon esprit, lui, était enfin libre. J'ai commencé à apprendre quelques mots de français, des mots simples comme « merci »,« s'il vous plaît »,« ça va ». Au début, les infirmières étaient en surprise, puis elles m'ont souri, répondant avec une patience touchante. Le simple fait de pouvoir communiquer, même de manière rudimentaire, a achevé de briser la glace. Nous n'étions plus des ombres silencieuses et hostiles. Nous étions Akiko, Chantal, Sylvie. Des noms, pas des numéros. Des visages, pas des ennemis. L'hôpital de campagne n'était plus une prison, mais un lieu de convalescence, à la fois pour le corps et pour l'âme. Je pensais souvent à cette photographie. Elle était devenue pour moi le symbole de toute cette guerre. Un petit morceau de papier rectangulaire qui prouvait que la haine était une construction, une maladie de l'esprit, et que le seul antidote était de reconnaître le visage de sa propre famille dans celui de l'étranger. Je me demandais si, de l'autre côté du monde, dans un camp de prisonniers alliés, un soldat américain ou britannique regardait la photo de sa famille et voyait, dans le visage de son gardien japonais, non pas un monstre, mais un autre père, un autre mari. J'espérais que oui. J'espérais désespérément que cette révélation silencieuse n'était pas seulement la mienne. Cette connexion, ce moment de vérité partagé dans la pénombre d'une tente, a été le véritable tournant de ma vie. Ce n'est pas la médecine qui m'a sauvé, pas vraiment. C'est la compassion. C'est la découverte que même au milieu de la plus grande des barbaries, l'humanité peut survivre dans les gestes les plus simples, un regard de compréhension, une photo usée sortie d'un portefeuille, la chaleur d'une couverture offerte à un ennemi. J'avais été envoyé en Indochine pour servir l'empereur et combattre un monstre. Au lieu de cela, j'y ai trouvé la vérité. Et cette vérité m'a libéré d'une manière que la victoire n'aurait jamais pu le faire. Ma convalescence était devenue une sorte de routine paisible, un cocon suspendu hors du temps et de la guerre. Les journées étaient rythmées par le changement de mes pansements, l'odeur de l'antiseptique mêlée à celle du café fort que buvait le docteur Dubois, et les sourires discrets des infirmières. J'apprenais des mots français, des bribes de phrases qui construisaient des ponts fragiles au-dessus du gouffre qui nous avait séparés. Pour la première fois depuis des années, mon corps n'était plus en état d'alerte permanent. Mes épaules se détendaient, mon sommeil était profond, sans les cauchemars de bombardements et de cris. J'avais trouvé un sanctuaire improbable au cœur même de la cage de l'ennemi. Une tranquillité si profonde qu'elle me paraissait presque irréelle. Dangereuse même, comme un calme avant une tempête que je ne savais pas encore nommer, mais que je sentais se préparer. Cette paix précaire a volé en éclats avec l'arrivée d'un nouveau groupe de prisonniers japonais, capturés dans les derniers soubresauts des combats dans la région. Ils n'étaient pas comme nous, épuisés et malades depuis des mois. C'étaient des soldats et des civils fraîchement sortis du front, leurs yeux brûlant encore de la ferveur du combat, leur corps tendu par une haine intacte. Parmi eux se trouvait une femme, une certaine Kiyo, qui avait été l'assistante d'un officier de la Kempeitai, la police politique. Elle nous a toisés, nous, les anciennes prisonnières, avec un mépris glacial. Son regard balayait nos lits propres, nos couvertures, la nourriture que nous acceptions sans protester. Dans ses yeux, nous n'étions pas des survivantes. Nous étions des souillures, des corps qui avaient failli à leur devoir de mourir. Elle a ramené avec elle le vent glacial de l'idéologie que nous avions commencé à oublier. Les accusations ne se firent pas attendre. Elles commencèrent par des murmures, des sifflements venimeux qui rampaient entre les lits dans l'obscurité. Kiyo était leur source. « Regardez-les », disait-elle aux nouveaux arrivants, assez fort pour que je l'entende. « Elles mangent le pain de l'ennemi. Elles sourient à ceux qui ont massacré nos frères. Des traîtresses. Elles ont vendu leur âme japonaise pour un bol de soupe. » Un soir, alors qu'une infirmière ajustait mon oreiller, Kiyo m'a fixé droit dans les yeux et a articulé silencieusement le mot « Inu », chien. Le mot était une lame de glace plantée dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus de survie, mais de collaboration. La gentillesse que je recevais n'était plus un don, mais la preuve de ma déchéance, une marque d'infamie visible à tous. La voix de la
propagande, que je croyais avoir étouffée, s'est réveillée en moi avec une violence inouïe. La voix du major Tanaka, la voix de Kiyo, la voix de mon propre conditionnement. Étais-je une traîtresse? Chaque geste de soin, chaque parole aimable des Français, devenait une pièce à conviction dans le procès que mon esprit me faisait. La chaleur de la couverture était la chaleur de la honte. Le goût du pain était le goût de la trahison. Je me suis surprise à baisser les yeux non plus par peur des Français, mais par honte face à mes propres compatriotes. La culpabilité était un poison bien plus puissant que celui que j'avais gardé dans ma fiole. Elle ne tuait pas le corps, elle dévorait l'âme, me laissant prise au piège entre deux mondes, n'appartenant plus à aucun. Quelques semaines plus tard, un délégué de la Croix-Rouge internationale est arrivé au camp. Avec lui, un trésor aussi espéré que redouté. Des sacs de courrier, les premières nouvelles de chez nous depuis des mois. L'atmosphère dans la tente est devenue électrique, un mélange d'espoir fou et de terreur abjecte. On a appelé les noms un par un. Certaines femmes éclataient en sanglots de joie, d'autres s'effondraient en silence, n'ayant rien reçu. Puis j'ai entendu mon nom, Akiko Tanaka. Mon cœur a martelé ma cage thoracique. On m'a tendu une fine enveloppe de papier de riz jauni, l'écriture de ma mère, tremblante mais reconnaissable. Pendant un long moment, je n'ai pas osé l'ouvrir. Cette lettre contenait soit la vie, soit la confirmation de la mort, et je ne savais pas ce que je craignais le plus. J'ai finalement ouvert la lettre, mes mains tremblantes déchirant le papier. Les mots de ma mère étaient simples, retenus, comme ils sied à une femme japonaise de cette époque. Elle ne se plaignait pas. Mais entre les lignes, l'horreur était palpable. Elle parlait du picadone, le flashbang, un mot nouveau et terrifiant pour décrire ce qui s'était passé à Hiroshima. Elle décrivait les raids aériens sur notre ville voisine, les nuits passées dans des abris précaires, le ciel rougeoyant au loin. Elle parlait de la faim, une faim constante, obsédante, des rations de patates douces qui diminuaient chaque jour. Elle terminait en disant « Nous prions pour ton retour. Reste en vie ». Cette dernière phrase, si contraire à tout ce qu'on nous avait enseigné sur l'honneur, était un cri d'amour qui a transpercé mon âme. Ce soir-là, au dîner, on nous a servi un ragoût de bœuf. L'odeur riche et savoureuse, qui m'aurait fait saliver quelques jours plus tôt, m'a soulevé le cœur. Je voyais le visage émacié de ma mère. Je l'imaginais mâchant des racines pour survivre, pendant que moi, sa fille, j'étais assise en sécurité, nourrie par l'ennemi. Chaque bouchée que j'avalais était un vol fait à ma propre famille. La nourriture n'était plus synonyme de vie, mais de culpabilité. J'étais devenu une parasite, engraissée par la pitié de nos conquérants, tandis que mon peuple mourait de faim dans les ruines de notre patrie. La survie, qui m'avait semblé être une bénédiction, se révélait être une malédiction, une dette impossible à rembourser. Le lendemain, Chantal, la jeune infirmière, a remarqué que je n'avais pas touché à mon petit déjeuner. Elle s'est approchée avec une tranche de pain supplémentaire, tartinée d'une fine couche de confiture, un luxe rare. « Mange, Akiko, pour la force », a-t-elle dit avec son sourire timide. J'ai secoué la tête, incapable de prononcer un mot. J'ai vu l'incompréhension et une pointe de tristesse dans ses yeux. Comment lui expliquer que sa gentillesse était un fardeau? Comment lui dire que ce pain sucré avait le goût amer des cendres de ma ville natale? J'ai détourné le regard, me sentant ingrate et misérable. La barrière de la langue, que nous avions commencé à franchir, s'était de nouveau dressée entre nous, plus haute et plus infranchissable que jamais. Kiyo et ses disciples ont savouré ma détresse. Elle me regardait, hochant la tête, avec une satisfaction morbide. « Tu commences à comprendre », m'a murmuré Kiyo en passant près de mon lit. « Leur pitié est une insulte. Chaque jour que tu passes ici, bien nourri, est un jour de plus où tu craches sur la tombe de nos soldats. Tu devrais avoir honte d'être en vie. » Ces paroles s'insinuaient dans les fissures de ma culpabilité, renforçant la voix de l'autoflagellation dans ma tête. Elles essayaient de me ramener dans leur giron, dans la communauté de la souffrance et de la haine, à partager. C'était une invitation à mourir de l'intérieur, à rejeter la vie que les Français m'avaient rendue pour retrouver un semblant d'honneur perdu. Je me sentais écartelé, suspendu dans un vide insupportable. Je ne pouvais plus haïr les Français. J'avais vu leur humanité. Je leur devais la vie. Mais je ne pouvais pas non plus accepter leur aide sans me sentir souillé par la culpabilité envers mon pays en ruine. J'étais une étrangère partout. Pour les Français, j'étais une prisonnière, une patiente. Pour Kiyo, j'étais une traîtresse.
Et pour moi-même, je n'étais plus qu'une contradiction vivante, un fantôme hanté par la gratitude et le remords. Je passais mes journées dans un silence prostré, observant le monde à travers un voile de confusion, me demandant si la mort honorable n'aurait pas été, après tout, une solution plus simple, plus propre. Le docteur Dubois aperçut mon changement d'attitude. Il m'observait de loin pendant ses rondes, son regard fatigué s'attardant sur mon assiette intacte. Un après-midi, en examinant la cicatrice sur ma jambe, il a dit d'une voix neutre sans me regarder directement : « La culpabilité est un mauvais médecin, mademoiselle Tanaka. Elle infecte l'esprit comme la gangrène infecte la chair. La guerre est bientôt finie. Il faudra des gens forts pour reconstruire, pas des fantômes. » Il ne me jugeait pas. Il posait un diagnostic. Ses mots étaient cliniques, presque froids, mais ils contenaient une vérité pragmatique qui m'a secoué. Il ne me demandait pas d'oublier mon pays. Il me demandait de choisir la vie, non pas pour mon confort, mais pour l'avenir. Les rumeurs sur la fin de la guerre se sont intensifiées, devenant une certitude. Un jour, une Jeep militaire est arrivée en trombe, et un officier a sauté du véhicule, un papier à la main. Les gardes se sont mis à parler avec animation, certains se sont même serré la main. Le mot a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Capitulation. L'empereur s'était rendu. Pour les Français, c'était la victoire finale, la fin du cauchemar. Pour nous, les prisonnières japonaises, la nouvelle a eu l'effet d'un séisme. Le pilier central de notre univers, la divinité de l'empereur et l'invincibilité du Japon venaient de s'effondrer. Le silence qui est tombé sur notre section de la tente était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. La réaction de Kyo et de son groupe a été immédiate et violente. Ce n'était pas de la tristesse, mais une rage. Hystérique. « C'est un mensonge, une ruse de l'ennemi !» a crié Kyo, son visage déformé par la fureur. Quand il est devenu évident que la nouvelle était vraie, la rage s'est transformée en un désespoir fanatique. L'empereur a été trahi. Notre seul devoir est de le suivre dans la mort. C'est le seul chemin qui nous reste pour laver cette honte. Elles ont commencé à parler ouvertement de suicide collectif, cherchant des objets tranchants, essayant de se frapper la tête contre les montants. Délit. C'était la dernière convulsion de l'idéologie mourante. Un spectacle de dévotion macabre et terrifiant. J'étais à un carrefour. Le chemin de Kyo menait à l'autodestruction, à une fin honorable selon les codes que l'on m'avait inculqués. C'était le chemin facile, celui de l'oubli. L'autre chemin était celui du docteur Dubois. Vivre. Vivre avec la honte, la culpabilité, mais aussi avec la vérité que j'avais découverte. Retourner dans un pays dévasté, non pas en héroïne, mais en témoin. Gênant. Une survivante qui avait vu l'humanité de l'ennemi. C'était un chemin incertain, terrifiant. Mais en regardant la folie suicidaire de Kyo, j'ai compris que mourir pour un mensonge était la plus grande des trahisons. Ma mère m'avait demandé de rester en vie. Le docteur m'avait sauvé la vie. La choisir, c'était honorer non pas un drapeau, mais leur amour et leur compassion. La guerre était finie, mais ma véritable bataille ne faisait que commencer. La folie de Kyo a éclaté comme un abcès. La nouvelle de la capitulation n'était pas une défaite pour elle. C'était une annulation de son existence. Un blasphème. Son groupe s'est rassemblé dans un coin de la tente, leur murmure se transformant en une psalmodie funèbre. Puis, elle s'est tournée vers moi. Ses yeux, autrefois pleins de mépris, brûlaient maintenant d'une ferveur messianique. Elle a marché jusqu'à mon lit, tenant dans sa main un morceau de verre brisé, arraché d'un flacon de médicaments. Le temps est venu, Akiko. A-t-elle sifflé, sa voix rauque de désespoir. Le déshonneur peut encore être lavé dans le sang. Rejoins-nous. Prouve que tu es encore une fille du Japon. Meurs avec nous, ou vis pour toujours comme une chienne. Sa main tremblait, mais son regard était d'une détermination terrifiante. Elle ne m'offrait pas un choix, mais une sentence. Mon cœur battait à se rompre. Une partie de moi, la partie ancienne, la partie conditionnée, a ressenti une terrible attraction pour son appel. C'était le chemin. Familier, la fin prescrite par notre code. Mourir ensemble, un dernier acte de défi collectif. Mais j'ai vu le visage de ma mère dans ma tête. J'ai senti la chaleur de la couverture de Chantal sur mes épaules. J'ai revu le docteur Dubois regardant la photo de ses enfants. Ces images étaient ma nouvelle encre, mon nouveau code. J'ai secoué la tête, lentement, le mouvement me coûtant une force immense. Non, Kyo, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Je choisis de vivre. Ce mot, vivre, a
sonnait comme une trahison dans le silence lourd de l'attente. Mais pour moi, il était une déclaration d'indépendance. Il a brisé le dernier lien qui me rattachait à leur monde de mort. Sa réaction fut explosive. Son visage s'est tordu en un masque de haine pure. « Traîtresse !» a-t-elle hurlé, le son déchirant l'air immobile. « Alors tu mourras par la main d'une vraie patriote. » Elle s'est jetée en avant, le tesson de verre levé, non pas pour se tuer, mais pour me frapper. Le temps a semblé se ralentir. Je n'ai pas eu le temps de crier, seulement de fermer les yeux, m'attendant à la douleur aiguë, à la fin absurde de ma survie. J'allais être tué non pas par l'ennemi, mais par une compatriote, pour avoir refusé de mourir. L'ironie était si amère qu'elle m'a coupé le souffle. C'était donc ça, la fin du chemin de l'honneur. Le meurtre au nom d'un dogme effondré. Mais la douleur n'est jamais venue. J'ai entendu un bruit sourd, un cri étouffé, et le cliquetis du verre tombant sur le sol. En terre battue, j'ai ouvert les yeux. 2 gardes français maîtrisaient Kyo, la tenant fermement, mais sans la frapper. Et entre elle et moi se tenait le docteur Dubois. Il n'avait pas d'arme. Il avait simplement attrapé son poignet, arrêtant son geste avec une force calme et mesurée. Il lui parlait en français, d'une voix basse, ferme, mais dénuée de colère. Ce n'était pas la voix d'un vainqueur punissant, un rebelle. C'était la voix d'un médecin calmant, une patiente en crise, d'un adulte, raisonnant un enfant pris de folie. Il la regardait droit dans les yeux, et sous son regard implacable, la fureur de Kyo s'est brisée, se transformant en sanglots hystériques et impuissants. Ce fut le moment de la révélation. La clarté m'a frappé avec une force physique, une lumière si aveuglante qu'elle a chassé toutes les ombres de mon esprit. Mes officiers, mes leaders, le major Tanaka, l'idéologie de l'Empire, tous m'avaient demandé de mourir, pour une blessure, pour l'honneur, pour une défaite. Ils m'avaient donné du poison et des ordres de suicide. Et cet homme, cet ennemi, ce monstre barbare, venait de me sauver la vie pour la 2e fois. Il ne m'avait pas seulement sauvé de la gangrène, il venait de me sauver de la folie de mon propre peuple. Il se tenait là, protégeant une prisonnière d'une autre, préservant la vie au milieu d'un culte de la mort. La vérité était simple, dévastatrice et libératrice. J'avais été trahi, oui, mais pas par ceux qui m'avaient capturé. J'avais été trahi par ceux qui m'avaient envoyé ici. J'ai regardé autour de moi. Les autres femmes du groupe de Kyo étaient figées, leur visage un mélange de choc et de confusion. Les gardes français n'étaient pas brutaux. Ils étaient professionnels, contenant la situation avec une efficacité presque ennuyée. Le docteur Dubois a fait un signe de tête à Chantal, qui s'est approchée avec une seringue. Il ne s'agissait pas de punition, mais de sédation. Ils allaient en calmer Kyo, l'empêcher de se faire du mal et d'en faire aux autres. Ils la traitaient comme un cas médical, pas comme une ennemie. Ils refusaient de la laisser mourir, même quand elle le suppliait. Ils lui imposaient la vie, la survie, comme un traitement obligatoire. Cette miséricorde forcée était l'antithèse absolue de tout ce que notre armée représentait. L'effondrement de mon ancien monde a été total et silencieux. Il n'y a pas eu de son, juste une chute vertigineuse à l'intérieur de moi. Les mensonges que l'on m'avait racontés n'étaient pas seulement des erreurs ou des exagérations. C'étaient des constructions délibérées, des armes conçues pour nous mener à l'abattoir avec notre propre consentement. La logistique, l'abondance de médicaments, la Convention de Genève, tout cela prenait soudain un sens nouveau et terrible. La guerre avait été perdue bien avant le premier coup de feu, car elle était fondée sur une ignorance volontaire du monde réel. Nos dirigeants nous avaient maintenus dans une bulle de fanatisme et de fausse supériorité, et cette bulle venait d'éclater contre le mur de la simple et banale décence humaine. Plus tard, une fois le calme revenu, le docteur Dubois est passé près de mon lit. Kyo et ses disciples avaient été isolés, non pas dans un cachot, mais dans une tente séparée, sous surveillance médicale. Il s'est arrêté un instant, son visage encore plus fatigué que d'habitude. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai soutenu son regard sans peur ni honte. « La guerre rend les gens fous », a-t-il dit simplement, comme s'il s'excusait pour le spectacle auquel j'avais assisté. Mais la folie n'est pas une excuse pour cesser d'être des médecins. Il a tapoté le montant de mon lit. Un geste bref, presque paternel. « Vous allez rentrer chez vous bientôt, Akiko. Le Japon aura besoin de gens qui ont les yeux ouverts. » Cette phrase a scellé ma transformation. Des gens qui ont les yeux ouverts. Il avait compris. Il savait que je venais de naître à une nouvelle réalité. Le pouvoir s'était inversé. Je n'étais plus la victime impuissante d'une propagande.
une prisonnière confuse. J'étais devenue une témoin, une survivante qui avait vu la vérité de ses propres yeux. Ma survie n'était plus une source de honte, mais une responsabilité. Je devais cette vérité à ma mère, à mon père, et même aux femmes comme Kyo, piégées dans les ténèbres dont je venais de m'échapper. L'ennemi ne m'avait pas seulement sauvé la vie, il m'avait donné une raison de la vivre. Le lendemain, l'atmosphère dans la tente avait changé. L'influence toxique de Kyo avait disparu. Les autres femmes, celles qui avaient hésité, me regardaient différemment, avec une curiosité craintive, comme si je détenais une sorte de secret. Je leur ai souri, un vrai sourire. Le premier depuis des années. J'ai partagé le morceau de pain supplémentaire que Chantal m'avait donné avec la femme du lit d'à côté. C'était un petit geste, mais il signifiait tout. C'était le début d'une nouvelle communauté, basée non pas sur une idéologie de mort, mais sur une expérience partagée de survie et de grâce inattendue. Je me suis souvenu de la fiole de poison que j'avais tenue dans ma main le premier jour. Elle me semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. Cette personne était morte, ici, dans cette tente. Elle était morte le jour où une infirmière française lui avait touché le bras, le jour où un médecin ennemi lui avait montré une photo de sa famille, et le jour où il l'avait protégée de la haine de sa propre sœur d'armes. J'étais Akiko, et j'avais survécu non pas malgré l'ennemi, mais grâce à lui. Cette vérité était désormais le fondement de ma nouvelle identité, une vérité aussi solide et indélébile que la cicatrice sur ma jambe. Alors que les préparatifs pour notre rapatriement commençaient, je n'ai pas ressenti la joie exubérante que j'aurais imaginée. Je ressentais une sorte de gravité solennelle. Je quittais un hôpital, mais aussi une salle de classe, où j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans un Japon en ruine. Un pays qui devrait faire face non seulement à ses villes détruites, mais aussi à ses mensonges brisés. Je savais que le chemin serait difficile, que la vérité que je portais serait probablement mal accueillie, considérée comme une trahison. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. La veille de notre départ, Chantal est venue me voir. Elle m'a tendu un petit paquet, enveloppé dans un mouchoir propre. À l'intérieur, il y avait un pain de savon à l'odeur de lavande et un petit peigne en plastique. « Pour le voyage ?» a-t-elle dit, son français simple et direct. J'ai pris le cadeau, mes doigts se fermant sur la surface lisse du savon. C'était un objet si banal, si civilisé, un symbole de tout ce que j'avais retrouvé ici. La propreté, la dignité, l'humanité. J'ai incliné la tête, le seul « merci » que mes larmes me permettèrent de formuler. Ce savon n'était pas un souvenir de guerre, c'était une promesse d'avenir. En regardant les lumières du camp pour la dernière fois cette nuit-là, j'ai compris que la véritable victoire n'était pas celle des drapeaux et des armées. C'était la victoire discrète et tenace de la décence sur la doctrine. La victoire d'un médecin fatigué sur les mensonges de tout un empire. Mes geôliers m'avaient capturé, oui, mais ils m'avaient aussi libéré de la pire des prisons, celle de la haine que l'on m'avait ordonné de ressentir. Et cette libération, je savais que je la porterais en moi pour le reste de mes jours, comme une dette sacrée et une boussole morale. Le voyage de retour s'est fait dans un silence brumeux, un entre-deux-mondes où je n'étais plus une prisonnière mais pas encore une survivante. Puis, le navire a accosté à Curé. L'odeur. Ce n'était plus celle de l'antiseptique ou de la jungle humide, mais une odeur âcre de cendres froides, de métal rouillé et de poussière qui s'infiltrait dans la gorge. Là où se dressait autrefois une ville portuaire animée, il n'y avait plus qu'un squelette de bâtiments éventrés, des silhouettes noires se découpant sur un ciel gris. Le choc a été d'une violence inouïe. Dans le camp, il y avait de l'ordre, de la propreté, des rations régulières. Ici, c'était le chaos, la désolation absolue. Les visages que je croisais n'étaient pas ceux de mes geôliers bien nourris, mais des masques de faim et de désespoir, ceux de mon propre peuple. L'ironie était une lame de glace. Dans mon cœur, j'avais été mieux traité en tant qu'ennemi captive que mes compatriotes ne l'étaient en tant que citoyens libres. J'avais quitté une cage pour trouver une ruine. Ma famille avait survécu, mais ils étaient que des ombres d'eux-mêmes. Quand ma mère m'a vu, son premier geste n'a pas été une étreinte, mais un regard suspicieux qui a balayé mon corps de la tête aux pieds. J'avais repris du poids, ma peau était saine. Mes vêtements, bien que simples, étaient propres. « Tu as l'air en bonne santé, Akiko », a-t-elle dit, et dans sa voix, il n'y avait pas de soulagement, mais une question muette, accusatrice. Une voisine, plus tard, a été plus directe. « Les Français ont dû bien te traiter. Qu'as-tu fait pour mériter ça ?» La gentillesse que j'avais reçue était devenue une tache sur mon honneur.
la preuve de ma collaboration. Expliquer la vérité, la simple décence d'un médecin fatigué, était impossible. Leurs esprits, façonnés par la même propagande que le mien, ne pouvaient concevoir une telle chose. Ma survie n'était pas un miracle à célébrer, mais une anomalie à justifier. Et je suis devenue une étrangère dans ma propre maison. Les jours suivants, j'ai entendu la haine, toujours vivace sous les décombres. Les gens maudissaient les gaijins, les étrangers, qu'ils soient américains ou européens, les blâmant pour chaque estomac vide, pour chaque toit effondré. L'ancienne Akiko aurait hoché la tête, son cœur brûlant de la même fureur. Mais je ne le pouvais plus. Un soir, mon oncle a craché que les Européens étaient des démons sans âme. Le silence s'est fait quand j'ai répondu, ma voix douce mais ferme. Pas tous, certains étaient justes, des médecins. Le mot est resté suspendu dans l'air, un blasphème. Le regard de mon oncle était glacial. Je n'ai plus insisté. J'ai compris que je ne pouvais pas combattre leurs mensonges avec des mots. Je devais le faire par des actes. Je gardais ma vérité pour moi, non pas par honte, mais comme un trésor fragile. Une leçon de dignité que je ne laisserai personne souiller. Le soir même, j'ai ouvert le petit paquet que Chantal m'avait donné. L'odeur de lavande du savon a empli notre abri exigu. Une fragrance d'un autre monde. Un monde où la propreté n'était pas un luxe. Ma mère l'a regardé comme si c'était un diamant. Sans un mot, j'ai pris un couteau et j'ai coupé le pain de savon en deux, lui tendant une moitié. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce geste simple a fait plus que toutes les explications. Ce n'était pas le butin d'une traîtresse, mais le fruit d'une humanité partagée. Ce savon n'a pas seulement lavé nos mains, il a commencé à laver la suspicion entre nous. J'utilisais ce que j'avais appris et reçu non pas pour me vanter, mais pour aider, pour reconstruire. Je devenais un pont minuscule et fragile entre le monde de haine qu'ils avaient connu et le monde de compassion que j'avais découvert. En regardant les silhouettes de mes compatriotes s'affairer à déblayer les ruines, ma vision du monde s'est consolidée. La force véritable n'était pas dans le fanatisme de Kiyo ou dans la mort honorable prônée par nos officiers. Elle était dans la persévérance tenace de ces gens, dans leur volonté de reconstruire brique par brique. Elle était dans le pragmatisme du docteur Dubois, qui choisissait de soigner plutôt que de juger. J'ai compris que mon devoir n'était plus envers un empereur ou un drapeau, mais envers la vie elle-même. Mon but n'était plus de mourir pour un mensonge, mais de vivre pour la vérité que j'avais apprise. Que la reconstruction, que ce soit celle d'une ville ou d'une âme, commence par un simple acte de décence. La guerre m'avait tout pris, mais elle m'avait donné une clarté nouvelle, et avec elle, une paix que la victoire ne m'aurait jamais offerte. Des décennies ont passé, le monde a changé, mon pays s'est relevé de ses cendres, et je suis devenue une vieille femme dont les mains sont maintenant aussi ridées que le papier de la lettre de ma mère. Pourtant, parfois, dans le silence de ma petite maison, j'ouvre une boîte en bois laqué. À l'intérieur, il n'y a ni bijoux ni argent. Il y a juste une petite fiole en verre, vide, avec une étiquette jaunie sur laquelle on peut encore déchiffrer le mot « pénicilline ». Je la prends dans ma paume, et le verre froid me ramène instantanément sous cette tente humide de Saïgon. Je ne revois pas la guerre, ni la peur, ni la douleur. Je revois le visage fatigué d'un médecin qui regardait la photo de ses enfants. Je sens la chaleur d'une couverture en laine sur mes épaules. Cet objet n'est pas un souvenir de ce que j'ai perdu. C'est la preuve tangible de ce que j'ai gagné. La compréhension que la plus grande arme n'est pas le fusil, mais la compassion. Ce n'est pas la médecine française qui a sauvé mon âme, mais son humanité. La propagande nous avait dressés à mourir pour un honneur vide. Elle nous avait appris que la haine était une vertu. Mais dans cet hôpital de campagne, j'ai appris une vérité plus puissante. J'ai vu que la décence n'a pas d'uniforme, que la fatigue d'un père est la même dans toutes les langues, et que la gentillesse peut désarmer un soldat plus sûrement qu'une balle. Le docteur Dubois et son équipe n'ont pas seulement recousu ma chair, ils ont recousu ma foi en l'humanité. Ils ont gagné une guerre silencieuse, non pas contre le Japon, mais contre l'ignorance. Ils ont prouvé que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais la force la plus redoutable qui soit. La haine qu'on m'avait injectée a été vaincue non par la violence, mais par un simple morceau de savon et un regard qui disait « Je te vois ». Notre histoire, celle de ces femmes piégées entre deux mondes, est maintenant aussi un peu la vôtre. Avant de la laisser reposer, dites-moi sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce témoignage vous a touché. Cela m'aide à savoir que ces mémoires ne sont pas perdues. Je vous laisse avec cette question. Qui est vraiment notre ennemi? Sinon,
celui qu'on nous a appris à haïr, sans jamais le regarder dans les yeux. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires oubliées comme celle-ci, qui nous rappellent ce que signifie être humain, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté.